Pour célébrer le centenaire de Gilles Deleuze, et pour commémorer les 30 ans de sa mort, Jean-Clé Martin m'a très gentiment invité à présenter un point de la philosophie deleuzienne. Et je lui ai proposé d'évoquer très brièvement dans cette petite vidéo, et donc de manière très incomplète, la philosophie politique que Deleuze a élaborée en compagnie de Félix Guattari, en me penchant plus précisément sur la question de l'État que ces deux auteurs ont théorisé à l'aide du concept de capture, tel qu'il apparaît dans le 13e plateau de Mille Plateaux et tel qu'il est exposé dans le cours à l'université de Vincennes, le cours de novembre 79, mars 1980, soit quelques mois avant l'apparition de Mille Plateaux, cours qui, je le signale, a récemment été publié aux éditions de Minuit sous le titre « Sur l'appareil d'État et la machine de guerre ». Alors choisir le thème de l'État et de la politique pour questionner l'héritage deleuzien peut, de prime abord, sembler problématique, voire suspect, puisqu'on a pu se demander s'il existait quelque chose comme une politique deleuzienne. Alors on, c'est Alain Badiou, à l'occasion d'une conférence qu'il a donnée à Londres en septembre 2001, et qui a ensuite été reprise dans le numéro 40 de la revue Cité, justement consacrée à Deleuze. La question est la suivante: peut-on identifier dans les livres de Deleuze, ou dans ceux qu'il a coécrits avec Guattari, quelque chose comme une philosophie politique, dotée d'une unité théorique et d'une extension bien définie? Or, force est de constater que l'on ne trouve chez eux aucune analyse systématique des formes de gouvernement, aucune classification des régimes politiques, ni aucun exposé complet des institutions étatiques. Et en admettant qu'il existe quelque chose comme une politique deleuzienne, celle-ci est-elle dotée d'une réelle efficacité critique? De manière assez symptomatique, l'importance qu'ils accordent aux créateurs dans leurs textes les plus politiques a pu laisser penser que même si elle est animée par certaines velléités révolutionnaires, leur philosophie politique reste finalement trop esthétique pour être pleinement efficace dans la lutte contre le capitalisme. En exagérant un peu, on pourrait résumer le sens de cette charge polémique en disant qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance, comme le fait Deleuze dans sa fameuse conférence à la Fémis en mars 87. Il ne suffit pas d'affirmer cela pour échapper à la violence de l'État et à la souffrance sociale produite par le capitalisme. Ces deux points, loin de s'opposer, se complètent. En faisant de la créativité un axiome déterminant pour penser l'action politique, et en envisageant la résistance sous l'angle exclusif de la nouveauté, Deleuze en viendrait finalement à dépolitiser la politique. Dès lors, si l'existence d'une politique deleuzienne s'avère problématique, c'est parce que les modalités concrètes de la lutte politique sont toujours pensées chez lui depuis une perspective extra-politique, celle de l'esthétique ou celle de l'éthique. Et c'est l'analyse que propose notamment Philippe Meng dans son livre Deleuze et le système du multiple, dans le chapitre intitulé justement de la politique à l'éthique. Notons enfin que Foucault ne parlait pas de l'anti-Oedipe comme d'un livre de philosophie politique, alors qu'on y trouve pourtant une analyse critique du capitalisme et de l'État, qui sera ensuite reprise et développée dans Mille Plateaux. Foucault, dont Deleuze disait qu'il avait un humour diabolique, en parlait comme d'un livre d'éthique. Alors je cite ce que déclare Foucault en 77 dans sa préface à l'édition américaine de l'anti-Oedipe. Je dirais, dit-il, que l'anti-Oedipe, puissent les auteurs me pardonner, est un livre d'éthique, le premier livre d'éthique que l'on ait écrit en France depuis assez longtemps. Est-il donc possible d'identifier un Deleuze politique? Mis à part quelques exceptions notables, on peut songer en particulier aux travaux d'Isabelle Garot, d'Igor Kortolika et de Guillaume Sibertin-Ban. D'où vient cette difficulté à reconnaître la dimension politique de la pensée deleuzo-guattarienne? Le traitement de cette question dépasse évidemment le cadre de ma présentation. Je ne pourrais pas éclairer les raisons pour lesquelles cette dimension de la philosophie deleuzienne a été, je cite le constat que dresse Guillaume Sibertin-Blanc en ouverture de son livre « Politique et État chez Deleuze-Guattari », pourquoi cette philosophie a été largement négligée, si souvent éludée et refoulée. En revanche, j'aimerais dégager ici quelques pistes de réflexion qui permettraient de souligner l'importance des analyses que Deleuze et Guattari consacrent à l'État, en faisant le pari donc qu'il existe bien quelque chose comme une philosophie politique deleuzienne ou deleuzo-guattarienne. L'originalité de leurs analyses tient pour une large part à l'usage proprement singulier qu'ils font des thèses et des hypothèses marxistes. En effet, parmi les nombreuses références que Deleuze et Guattari mobilisent pour traiter la question de la forme État, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Pierre Clastres, Paul Virilio, la référence à Marx intervient de façon centrale, même quand et peut-être surtout nos deux auteurs prétendent l'oublier ou s'en passer. En effet,
Leur dialogue avec Marx n'a rien de simple ni d'évident, mais prend la forme de pourparlers incessamment repris. Ainsi, même si Deleuze peut déclarer dans le cours du 28 mai 1973, soit peu de temps après la publication de l'Anti-Oedipe, que leur problème n'a jamais été celui d'un retour à Marx, mais beaucoup plus l'oubli, y compris l'oubli de Marx, c'est pour souligner tout de suite après que dans l'oubli, deux petits fragments surnagent. Et à l'occasion d'un entretien tardif avec Tony Negri, Deleuze pourra dire que malgré ce désir d'oublier Marx, il est resté marxiste. Je le cite, « Je crois que Félix Guattari et moi, nous sommes restés marxistes, de deux manières différentes peut-être, mais tous les deux, c'est que nous ne croyons pas à une philosophie politique qui ne serait pas centrée sur l'analyse du capitalisme et de ses développements. » Plus fondamentalement, même si Deleuze n'a jamais adhéré au Parti communiste, on peut dire que toute sa vie aura été marquée par le désir de ne pas abandonner le marxisme. Je reprends ici une brève remarque que l'on trouve dans le cours du 13 novembre 1979. Vous comprenez, dit Deleuze, si on abandonne le marxisme, on abandonne les derniers espoirs qu'on a. Vous pouvez trouver cette remarque à la page 85 donc du cours sur l'appareil d'État et la machine de guerre. Alors c'est peut-être ce désir de ne pas abandonner le marxisme qui nourrissait le projet de Deleuze d'écrire dans les dernières années de sa vie un livre dont il ne nous reste aujourd'hui que le titre, Grandeur de Marx. On peut supposer que Deleuze aurait sans doute repris dans ce livre, pour les approfondir et les déplacer, selon une logique d'écriture qui est celle de l'hétérogénèse ou de la différenciation permanente, donc, il aurait sans doute donc repris et déplacé les analyses déjà présentes dans l'Anti-Oedipe et dans Mille Plateaux. En effet, on peut lire les deux tomes de Capitalisme et schizophrénie comme une tentative pour brancher Marx sur la machine sociale actuelle, en le confrontant à des problèmes liés aux mutations récentes du capitalisme. Par le biais de cette lecture expérimentale ou machinique du marxisme, consistant non seulement à brancher Marx sur l'actualité, mais aussi à le coupler à d'autres systèmes de pensée, Spinoza notamment, Deleuze et Guattari proposent une véritable cartographie des violences politiques. Et à ce sujet, notons que des rhizomes, texte publié en 1976 avant d'être repris en introduction de Mille Plateaux, Deleuze et Guattari font de la carte le modèle de leur propre travail analytique, l'approche cartographique leur permettant de procéder à une analyse du champ social qui répondrait aux critères d'une évaluation pluraliste, localisée, dynamique et immanente. Il faudrait d'ailleurs se demander si la cartographie ne répond pas pour eux aux exigences méthodologiques d'une analyse proprement matérialiste ou marxiste. N'est-ce pas une manière de tracer le plan d'immanence d'une société en s'en tenant seulement à la matérialité des flux qui la font fuir, aux processus et aux rapports de production qui la constituent, ainsi qu'aux multiplicités qui la composent. Faire la carte d'une société supposerait alors de renoncer par avance à toute dimension supplémentaire pour s'en tenir simplement à la composition matérielle des forces sociales, et un tel projet nous imposerait de comprendre le fonctionnement des agencements politiques sans y voir la réalisation d'un plan d'organisation transcendant. Quoi qu'il en soit, même s'il n'apparaît pas toujours explicitement, c'est bien ce problème, à savoir le problème de la violence, qui guide et structure tous les développements que nos auteurs consacrent à l'appareil d'État et à la machine de guerre. À ce titre, il est particulièrement significatif que le cours de l'année universitaire 79-80 s'ouvre précisément sur ce problème. Deleuze en fait même l'un des objets essentiels du programme qu'il se fixe pour l'année. Je cite le cours du 6 novembre 79. Un de nos objets, cette année évidemment, ce sera notre manière d'essayer de distinguer les formes, les types de violence. Exemple qui nous touche évidemment et qui touche beaucoup de problèmes historiques, la violence de police n'est pas la même que la violence d'armée. La violence d'État n'est pas la même que la violence de guerre, non. Bien entendu, elles peuvent se mélanger. Fin de la citation. C'est donc bien dans cette perspective typologique ou cartographique qu'intervient l'hypothèse d'un État fonctionnant comme appareil de capture. Reste à savoir ce que l'on gagne à penser la violence d'après ce concept. Ou pour citer à nouveau le cours du 6 novembre, qu'y a-t-il de spécial dans la violence d'État? Et quel est exactement le rôle que joue la référence à Marx dans un tel travail de conceptualisation? Je signale tout de suite que la profonde originalité et en même temps la grande complexité de la théorie de l'État que nous livrent Deleuze et Guattari tient à son caractère aporétique. L'État est d'abord, pour nos auteurs, le nom d'une aporie, et il n'est même pas sûr en toute rigueur que l'on puisse parler à leur sujet d'une théorie de l'État, car ils ne cessent de mettre en question la possibilité de faire de l'État l'objet d'une théorie, au sens d'une opération conceptuelle visant à garantir la maîtrise définitive
d'un certain contenu de savoir. Je reprends une remarque décisive de Guillaume Sibertin-Blanc. Si l'État est bien chez eux un objet philosophique complexe, c'est d'abord parce qu'il se situe au croisement de plusieurs lignes de réflexion et condense, sous son unité apparente, une multiplicité d'enjeux et de problèmes. On peut retenir au moins deux problèmes majeurs, qui à chaque fois interrogent le statut et la place de la violence au sein de l'appareil d'État. Premier problème, le problème de l'origine de l'État. Quelle est la place qu'occupe la violence dans la genèse de l'État? Faut-il souscrire, par exemple, à l'hypothèse contractualiste qui explique l'institution de l'État en partant de la fiction méthodologique d'un état de nature au sein duquel régnerait une violence sauvage, une guerre de tous contre tous, pour citer la formule fameuse de Hobbes, violence sauvage qui serait incompatible avec les exigences de la vie sociale? Faut-il chercher l'origine de l'État dans une violence première, antérieure à sa propre existence et à laquelle il serait chargé de répondre? Dans cette perspective, la violence institutionnelle de l'État pourrait être comprise comme une violence essentiellement réactive ou comme une contre-violence. Deuxième problème, le problème de la souveraineté de l'État. Qu'est-ce qui fait de la violence d'État une violence légitime? Comment le monopole de la violence physique légitime dont parle Max Weber, comment ce monopole se constitue-t-il? Qu'est-ce qui définit ce droit à la violence? Là encore, la tradition contractualiste a pu répondre à ce problème en envisageant la violence du souverain ou du grand Léviathan comme la seule violence capable de nous protéger contre un éventuel retour à l'état de nature. L'usage que Deleuze et Guattari font du concept de capture est directement lié à ces deux problèmes, qui sont comme les deux variantes d'une seule et même aporie que l'on pourrait nommer aporie de l'auto-présupposition. En effet, ce que révèlent ces deux problèmes, c'est qu'il semble difficile, voire impossible, de penser l'origine de l'État sans présupposer par avance son existence. Alors c'est assez frappant dans le cas de l'explication contractualiste que Deleuze et Guattari n'évoquent pas directement, mais qui obéit bien à une logique circulaire. Les penseurs du contrat se donnent pour objectif de penser l'origine de l'État en partant de l'abstraction d'un état de nature, mais cet état se définit par l'absence de ce qu'il est censé expliquer. Pour cette raison, l'état de nature est moins la négation de l'état que son négatif au sens photographique, c'est-à-dire ce dont on voit la présence avant même qu'il soit développé. De même, toutes les réflexions sur le monopole de la violence sont prises dans le même cercle. Jamais la constitution de ce monopole n'est analysée pour elle-même, bien plutôt on présuppose l'implication réciproque de la légitimité du monopole sans l'expliquer. Deleuze et Guattari constatent alors que, je cite la page 559 de Mille Plateaux, on a souvent défini l'État par un monopole de la violence, mais cette définition renvoie à une autre, qui détermine l'État comme état du droit. En définitive, toutes ces analyses conduisent nos auteurs à soutenir que, je cite à nouveau Mille Plateaux, page 532, les thèses sur l'origine de l'État sont toujours tautologiques. Toujours, elles supposent ce qui est en question. Fin de la citation. Symptôme d'une difficulté théorique, difficulté à penser l'État, le concept de capture est aussi un moyen pour nos auteurs d'affronter cette difficulté jusqu'au bout. En effet, plutôt que d'y voir une limite ou un défaut, Deleuze et Guattari vont faire de l'antériorité de l'État sur lui-même le principe qui permet d'expliquer son fonctionnement réel. Leur raisonnement est le suivant: s'il est difficile de penser l'État sans présupposer par avance son existence, c'est peut-être parce que l'appareil d'État fonctionne précisément sur le mode de l'auto-présupposition. Cette aporie nous dit quelque chose de la vérité de tout État. Dès lors, le concept de capture va leur permettre de définir la logique de l'État, logique proprement tautologique, qui tient l'auto-présupposition comme la structure même de tout État. C'est dans ce contexte que la référence à Marx intervient, mais il s'agit, comme je le signalais tout à l'heure, d'un Marx difficile à reconnaître, ou d'un Marx qui serait l'équivalent conceptuel de la Joconde moustachue de Duchamp, un Marx philosophiquement glabre ou non barbu. Je reprends ici la formule que Deleuze emploie dans l'avant-propos à différence et répétitions pour présenter sa propre pratique du compte-rendu en histoire de la philosophie. Le compte-rendu ne saurait être, selon lui, une simple reproduction à l'identique de la théorie marxienne, mais se présente comme un double qui, par la répétition la plus exacte, produit un maximum de différence. En d'autres termes, il ne s'agit pas de répéter purement et simplement ce qu'a dit Marx,
mais à la manière de Borges, qui traite un livre réel, le Don Quichotte de Cervantes, comme un livre imaginaire écrit par un auteur fictif, Pierre Ménard, Deleuze prend lui-même cet exemple, il s'agit de parler du capital comme s'il s'agissait d'un livre imaginaire et fin. Le 13e plateau possède bien en ce sens une existence double, conforme au compte-rendu deleuzien. Il organise la répétition du texte ancien et du texte actuel, l'un dans l'autre, sans qu'il soit toujours facile de les distinguer clairement. Lire le plateau consacré à l'appareil d'État revient donc à se demander comment le texte ancien, à savoir le texte de Marx, se répète dans le texte actuel, écrit par Deleuze et Guattari. Alors, si l'on devait caractériser d'emblée le Marx auquel le compte-rendu deleuzo-guattarien donne naissance, on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il s'agit d'un Marx archéologue, puisque nos deux auteurs vont combiner certains aspects de l'économie politique marxienne à un riche matériau archéologique afin d'affronter le problème de l'origine de l'État. Le concept d'Urstadt, à la lettre le concept d'un État originaire, porte la marque d'un tel couplage théorique. En effet, assumer jusqu'au bout l'aporie d'une antériorité de l'État sur lui-même conduit Deleuze et Guattari à supposer que sur le plan historique, l'État a toujours existé. Dans l'Anti-Oedipe, Deleuze et Guattari développent cette hypothèse à partir du concept d'Urstadt, notamment dans les pages 257-259. Urstadt désigne ainsi la forme archaïque de tout État, jamais donné comme tel, n'ayant pas d'existence empirique. L'Urstadt est l'éternel modèle, je cite la page 259, l'éternel modèle de ce que tout État veut être et désire. Alors sans entrer dans le détail de ces développements, il convient de saisir le déplacement théorique majeur que ce concept leur permet d'accomplir en lien avec le problème de la jeunesse de l'État, plutôt que de chercher à dater précisément le commencement de l'État dans l'histoire. Il s'agit de supposer que toute l'histoire s'accomplit dans l'horizon de l'État. Alors comme ils l'écrivent, page 257, en tant que formation de base, idéalité cérébrale, l'Urstadt horizonne toute l'histoire. Une telle conception de l'État s'inspire directement de l'hypothèse marxienne d'un mode de production asiatique ou oriental. Hypothèse introduite lapidairement par Marx, principalement dans son manuscrit sur les principes de la critique de l'économie politique, ou Grundrisse en allemand, avant d'être retravaillée par Engels dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État en 1884. Quel est l'intérêt d'un tel emprunt à Marx? Alors ce choix peut sembler étonnant car la théorie du mode de production asiatique, ou du MPA, entretient un rapport problématique avec la théorie de l'État du marxisme officiel. En effet, cette hypothèse s'écarte du schéma linéaire de la théorie des stades. De plus, elle est difficilement conciliable avec l'idée selon laquelle l'État s'est historiquement formé comme instrument de la domination de classe. Or, comme nous allons le voir, le MPA ne connaît pas de classe, car aucune propriété privée n'existe au sein de l'État despotique oriental. Donc, faire le choix de cette théorie, c'est donc pour nos auteurs faire le choix de s'engager sur la voie d'un marxisme hétérodoxe. Et le caractère hétérodoxe de cette théorie est renforcé par l'usage, précisément que Deleuze et Guattari en font dans le 13e plateau. En effet, en inventant un Marx archéologue, en proposant une lecture archéologique des Grundrisse, Deleuze et Guattari en viennent à donner à la théorie marxienne une ampleur historique qu'elle n'avait pas initialement. Associé à l'Urstadt, l'État despotique théorisé par Marx n'est plus un simple mode de production parmi d'autres, mais devient le modèle qui permet de comprendre le fonctionnement de l'État à l'intérieur de n'importe quel mode de production. Et plus fondamentalement, en confrontant Marx aux travaux de l'archéologie, il s'agit de radicaliser, tout en la corrigeant, la théorie du MPR. Marx a bien saisi l'originalité de l'État despotique par rapport aux autres États, il a bien vu la mise en œuvre de quelque chose comme une opération de capture au sein de cet État, mais l'archéologie nous conduit à aller plus loin que Marx, à penser, pour ainsi dire, Marx au-delà de Marx, pour reprendre le titre de l'ouvrage qu'Antonio Negri a justement consacré au Grundrisse. Alors reprenons sommairement les principaux éléments de l'analyse marxienne. Marx décrit les États asiatiques archaïques comme des organisations despotiques centralisées. Le despote apparaît comme le propriétaire éminent des terres agricoles réunies en commune. Chaque individu se trouve également soumis au pouvoir du despote, perçu comme une entité transcendante et quasi divine. Enfin et surtout, ces appareils d'État ont entrepris de grands travaux hydrauliques pour donner lieu à la production.
Pour ce faire, il mobilisait les travailleurs et constituait un stock en ponctionnant la production sur les terrains communaux. Dès lors, au lieu de sanctionner les rapports de production préexistants dans une société donnée, les États despotiques orientaux créent eux-mêmes les conditions de la production et engendrent, d'une certaine manière, leur propre structure sociale. Par conséquent, contrairement à ce qu'on peut observer dans les autres modes de production, les classes et les rapports de classe ne préexistent pas à l'État. L'État n'est plus l'instrument au service de la classe dominante, c'est l'État despotique qui, en imposant une certaine division du travail et en faisant naître certaines inégalités sociales, engendre sa classe, ou plutôt sa caste dominante. En l'occurrence, la caste des bureaucrates qui vont être chargés d'organiser la production au sein de l'État. Donc en résumé, l'important ici est que l'État despotique correspond à la forme d'un État qui, d'une certaine façon, produit lui-même les conditions de la production et s'en approprie le résultat. Or, le concept de capture désigne justement cette opération qui consiste à prélever ce que l'on aura d'abord rendu possible. Alors, dans quelle mesure, à ce niveau, le Marx archéologue inventé par Deleuze et Guattari s'éloigne-t-il du Marx des Gondrisseux ? La date assez curieuse qui ouvre le XIIIe plateau apporte certains éclaircissements et exprime dans ce contexte une intention polémique. 7000 avant Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de marquer l'origine toujours problématique de l'État, mais surtout d'indiquer par là qu'il n'est plus possible d'en rester à la description que Marx donne du MPA. Dans son cours du 13 novembre 79 à Vincennes, Deleuze précise en quoi cette date change tout. Je le cite, on trouve en Anatolie, daté archéologiquement vers moins 7000, moins 6000, ce qui présente un grand recul dans le temps, la marque d'un grand empire. Je dis que cela change tout. Pourquoi ? Dans le schéma marxiste, la formation despotique impériale présupposait des communautés agricoles déjà développées. Là, ça devient l'inverse. La formation de l'agriculture est un produit de la formation impériale archaïque. C'est pour ça qu'il ne s'agissait pas simplement de reculer les dates, de repousser du néolithique au paléolithique. C'est la formation impériale archaïque qui crée ou qui rend possible le mode de production et pas du tout l'inverse. Donc vous trouvez ces développements dans les pages 91-95 du cours sur l'appareil d'État. On voit bien ici ce que Deleuze entend tirer de l'archéologie. Il s'agit de battre en brèche l'hypothèse d'une économie agricole qui servirait d'infrastructure à l'État dans sa forme archaïque, contrairement à ce que pensait Marx. Or, 7000 avant Jésus-Christ, c'est la date à laquelle l'archéologie découvre les premières traces d'empire. Et Deleuze s'appuie ici sur les travaux controversés de James Maillart et de Jane Jacobs, célèbres pour leurs fouilles et leurs travaux sur le site néolithique de Çatalhöyük en Turquie. Jane Jacobs en particulier a pu y voir la naissance d'un paradigme impérial assez singulier qui pourrait remonter au début du néolithique et même beaucoup plus haut. Donc 7000 avant Jésus-Christ, c'est la date qui semble confirmer que l'État a produit l'agriculture, mais qu'il n'est pas lui-même venu se greffer à un système agricole préexistant. Alors sans surprise, ces analyses sont reprises dans Mille Plateau à la page 534 notamment. Comprenons, les conditions de l'État ne sont pas antérieures à son existence. Il produit lui-même les conditions de sa propre existence. Ce que désigne le concept de capture. L'État ne peut capter que ce qu'il aura d'abord produit comme pouvant être capté. Autrement dit, la capture d'État ne s'exerce que sur un stock que l'État a lui-même rendu possible. En l'occurrence, la capture s'exerce sur 3 objets privilégiés, la terre, le travail et la monnaie. Et l'opération est toujours la même, double à chaque fois. Production, par division et comparaison, et, deuxième opération, appropriation. Par exemple, l'État quadrille ou strie les territoires, il les compare et s'approprie une rente. De même, il compare les activités et s'approprie le travail sous la forme d'un surtravail ou d'un profit. Enfin, il compare les objets échangés et s'approprie leur moyen de comparaison, l'argent, sous la forme de l'impôt. De telles analyses doivent nous inviter à préciser ce qu'il faut entendre exactement par capture. Contrairement à ce que peut laisser penser l'emploi de ce terme, la capture d'État se caractérise moins par sa rapacité ou sa prédation que par son aspect producteur. Ce qui rapproche Deleuze et Guattari d'une conception foucaldienne du pouvoir. Parce qu'en effet, s'il est vrai, comme le soulignait Foucault, que le pouvoir ne saurait se résumer à une simple action négative de prélèvement, de soustraction, de répression ou de contrainte, il faut ajouter avec Deleuze et Guattari que selon une structure d'auto-présupposition, l'État crée lui-même l'espace de sa propre action, si bien que les objets de son pouvoir sont des objets immanents au champ de son propre exercice. Il n'exerce sa domination que sur les objets qu'il s'est préalablement donnés ou qu'il a toujours déjà mis en forme.
Quoi qu'il en soit, ce qui est en jeu ici, c'est bien la constitution étatique d'un monopole ou d'un capital. Comment l'État s'y prend-il pour capitaliser le pouvoir sur la terre, le pouvoir sur le travail, le pouvoir sur l'argent? Réponse, par l'exercice d'une opération de capture. Comme on peut s'en douter, un tel processus monopolistique ne s'accomplit pas sans violence. Et dans la proposition 12, sobrement intitulée Capture, Deleuze et Guattari n'hésitent pas à qualifier expressément cette opération de violence d'État. Marx apparaît à nouveau ici comme un interlocuteur privilégié, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que la discussion critique menée autour du mode de production asiatique entérine une rupture irréversible avec le marxisme. Deleuze et Guattari vont faire de Marx le principal théoricien de la violence d'État, pensée selon la logique de l'autoprésupposition. Plus précisément, à travers sa théorie de l'accumulation primitive, Marx est le premier à avoir vu que non seulement il y a, je cite Deleuze et Guattari, une violence qui passe nécessairement par l'État, mais surtout que l'État ne se fonde lui-même que dans l'exercice d'une certaine violence. Et de manière générale, la proposition 12 du plateau consacré à l'appareil d'État peut se lire non plus comme un compte-rendu des Grundrisse, mais comme un compte-rendu de la 8e section du livre 1 du Capital, section dans laquelle Marx expose sa théorie de l'accumulation primitive. Alors qu'en est-il exactement? Quelle est cette violence de l'accumulation primitive? Je passe très rapidement sur ces points. Cette violence de l'accumulation primitive que Marx théorise à la fin du livre 1 du Capital, dans la 8e section, cette violence s'est imposée comme l'origine du capitalisme, comme l'origine de la violence que le système capitaliste va ensuite exercer de manière systématique. Cette violence est celle qui a consisté à exproprier les travailleurs agricoles en les rendant ainsi libres ou affranchis de tout moyen de production. En reprenant la terminologie de Deleuze-Guattarienne, on peut dire que le capitalisme repose tout entier sur une capture. Puisque comme l'explique Marx, l'État capitaliste n'a pu se développer qu'en produisant lui-même l'objet de sa propre domination. Il n'a pu commencer à exister économiquement et politiquement qu'en se donnant à lui-même l'objet qu'il allait ensuite exploiter, à savoir le travailleur nu, dépossédé de ses moyens de production et ne disposant que de sa propre force physique. Toutefois, il serait insuffisant d'affirmer que la capture se confond ici avec le vol des moyens de production. Il est fondamental de comprendre que cette violence préliminaire n'est pas un simple vol, mais qu'elle désigne la constitution même d'un horizon politique, l'horizon du capitalisme, au sein duquel ce vol va se déployer indéfiniment. Autrement dit, si l'expropriation contribue bien à la création d'un objet nouveau, s'offrant à sa capture, à savoir le travailleur libre, prêt à se salarier, Deleuze et Guattari nous invite à voir le capitalisme comme un système constituant lui-même le propre champ de sa domination, ou ce qu'on pourrait appeler son propre champ de captation. Ce champ de captation, on peut par exemple le nommer avec Marx marché du travail. Il en découle un paradoxe, c'est qu'avant même de commencer à travailler, l'individu subit déjà les effets du travail, car son activité s'effectuera à l'intérieur de conditions qui résultent de la capture capitaliste. En d'autres termes, puisque le champ de son activité économique est structuré et conditionné par la capture capitaliste, ou par la violence de l'accumulation primitive, le travailleur apparaît sur le marché du travail, objectivement tout nu, toujours déjà mutilé, je cite les expressions de Deleuze et Guattari, amputé de ses propres moyens de production. C'est la raison pour laquelle Deleuze et Guattari pouvait dire, dès les premières pages de ce chapitre, que la capture capitaliste ne peut donner naissance qu'à des travailleurs zombies, car le capitalisme impose aux travailleurs des conditions de production qui le déterminent à mener une existence mutilée, son activité étant toujours déjà fondée sur une violence préalable. Je cite notamment la page 530, « Dans ce système, écrivent-ils, la mutilation et même la mort viennent avant. L'appareil d'État a besoin qu'elle soit déjà faite et que les hommes naissent ainsi infirmes et zombies. Le mythe du zombie, du mort-vivant, est un mythe du travail. » Mais l'intérêt des analyses marxiennes dans ce contexte ne réside pas seulement dans l'hypothèse d'une violence préalable. Marx permet de saisir en même temps le caractère très particulier de la violence d'État, à savoir son caractère inassignable. Il est difficile, nous disent Deleuze et Guattari, d'assigner cette violence, puisqu'elle se présente comme toujours déjà faite. En effet, dans la 8e section du livre 1 du Capital, Marx s'interroge sur le paradoxe essentiel du système capitaliste. Comment expliquer que la violence associée
à l'accumulation primitive, violence pourtant centrale dans la genèse du capitalisme, puisse passer inaperçue. Marx y voit la marque du droit. Ainsi, il peut affirmer qu'à partir du XVIIIe siècle, la loi, je le cite, devient l'instrument de la spoliation en Angleterre. Plus largement, on assiste à un codage juridique de la violence. L'expropriation capitaliste, codée par le droit, cesse d'apparaître comme un vol, mais se dissimule derrière la loi. De même, Marx s'intéresse aux manœuvres qui permettent de redéfinir le droit à la propriété terrienne. Comme il le souligne dans ce contexte, au chapitre 28 de la 8e section, la bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État à ce niveau. Selon un geste théorique déjà mis en œuvre lorsqu'il était question de l'État despotique et du MPA, Deleuze et Guattari partent de ces analyses pour leur donner une extension inédite. Ces analyses, disent-ils, ces analyses de Marx doivent être élargies. La réflexion de Marx ne vaut pas simplement pour l'État capitaliste, mais peut s'appliquer, selon eux, à n'importe quel État. Tout État, qu'il soit capitaliste ou non, obéit au principe de l'accumulation primitive. Je cite la page 559. En règle générale, il y a accumulation originelle chaque fois qu'il y a montage d'un appareil de capture, avec cette violence très particulière qui crée ou contribue à créer ce sur quoi elle s'exerce, et par là se présuppose elle-même. Et conformément à notre aspect de cette théorie, il faut dire que tout État repose sur l'exercice d'une violence fondatrice qui en même temps se donne l'apparence du droit. Violence du droit que nos auteurs qualifient de violence structurelle. En conclusion, qu'est-ce qui distingue les analyses deleuzo-guattariennes de celles que proposent les théoriciens de l'État et du monopole de la violence légitime? Bien qu'ils conservent dans leurs analyses le modèle tautologique d'une auto-présupposition de l'État, il me semble que Deleuze et Guattari ne se contentent pas de dire que l'État se caractérise par le monopole de la violence physique légitime. Ils cherchent bien plutôt à expliquer, avec Marx, la manière dont ce monopole se constitue. Dès lors, ce qui définit l'État, ce n'est pas simplement le monopole de la violence, ce qui définit l'État, c'est la capture, à savoir une violence qui monopolise. En effet, comme nous l'avons vu, la capture est une opération monopolistique, c'est-à-dire constitutive d'un monopole sur un stock que l'État a lui-même produit. Mais surtout, comme l'explique le texte page 558, 559, auquel je me suis référé, au 13e plateau de mes plateaux, la capture est l'opération par laquelle l'État monopolise la violence, l'opération par laquelle il s'impose comme le seul appareil politique pouvant utiliser la violence pour exercer sa domination sur les domaines qu'il s'est préalablement appropriés. De cette manière, il semblerait que la violence d'État possède un statut spécifique dans la typologie deleuzo-guattarienne. En effet, c'est par référence à ce régime spécial que tous les autres régimes de violence reçoivent leur définition. Et il n'est d'ailleurs pas anodin que cette cartographie des régimes de violence trouve place à l'intérieur d'un chapitre tout entier consacré à l'appareil d'État. Dès lors, tout se passe comme si la violence ne pouvait être comprise sous ces différentes formes qu'à partir de la violence principielle que constitue la capture d'État. Ainsi, si l'on reprend la typologie exposée par nos auteurs, page 559, la lutte serait le régime d'une violence pré-étatique, caractérisant les sociétés primitives, obéissant à une logique du coup par coup, par laquelle l'action violente répond à la dernière agression. La guerre, en tant qu'opération d'une machine de guerre, est une violence anti-étatique, dirigée d'abord et en principe contre l'appareil d'État, je cite Deleuze Guattari. Enfin, le crime renvoie au régime de la violence illégale, violence qui, à l'intérieur même de l'État, enfreint le droit, puisqu'il consiste, je cite, à s'emparer de quelque chose à quoi l'on n'a pas droit. Deux séries de questions découlent de ces analyses. Première série de questions, compte tenu de la définition qu'ils viennent de donner de l'État, il semble difficile d'imaginer un dehors de l'État ou de concevoir que quelque chose puisse échapper à l'État. Comment échapper à cette violence circulaire, à cette violence qui se présuppose elle-même? N'est-on pas toujours déjà pris dans l'espace de l'État, soumis à son pouvoir? Quelles sont les possibilités d'émancipation qui s'offrent à nous? Peut-on trouver un espace d'extériorité qui serait aussi un espace de liberté? Je paraphrase ici le titre du livre que Félix Guattari et Tony Negri ont coécrit entre 83 et 84, Les nouveaux espaces de liberté. Donc, peut-on trouver un espace de liberté par rapport à l'État et à son droit? Et deuxième série de questions, peut-on penser une violence qui serait vraiment extérieure
aussi bien dans sa logique que dans son mode d'effectuation, à la violence d'État? Quelle est la forme que peut prendre une violence dirigée contre l'État? Et plus précisément, peut-on encore croire à la possibilité d'une violence révolutionnaire? Et si oui, comment peut-elle s'organiser pour éviter d'être captée ou ressaisie par l'appareil d'État? Ces deux séries de questions convergent vers le même problème, celui de l'extériorité de l'État. Or, l'hypothèse de la machine de guerre est chargée de répondre à ce problème. Je terminerai en précisant que conformément à l'objectif pragmatique de la cartographie proposée par Deleuze et Guattari n'a d'autre ambition que de nous aider à nous repérer dans une période où, comme le dit Deleuze en conclusion de ses dialogues avec Claire Parnet, tout se joue en parties incertaines, face à face, dos à dos, dos à face. On peut alors supposer que la carte des régimes de violence qui se trouve au cœur du 13e plateau est d'abord une invitation expérimentale à produire nos propres cartes et à faire travailler ces distinctions à l'intérieur des agencements politiques actuels. Car comme l'écrivent Deleuze et Guattari dans Rhizome, la carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, démontable, renversable, susceptible de recevoir constamment des modifications. C'est peut-être à ce travail de démontage, de renversement et de connexion que la philosophie politique deleuzo-guattarienne peut servir aujourd'hui.